Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire mensuel organisé par Anima. Bienvenue à tous. Je suis Emmanuel Noutari, le délégué général du réseau Anima, et j'ai la chance d'avoir dans nos bureaux d'être accompagné du président d'Anima, M. Tarak Cherif, qui est également président de la Confédération nationale des entreprises citoyennes de Tunisie. Voilà, sur ce sujet d'importance qui est la promotion de l'égalité des genres, c'est important d'avoir un grand patron et le président d'une grande fédération patronale. J'ai vu qu'il y a d'autres fédérations qui sont représentées aujourd'hui parmi les participants. Et merci d'être avec nous. La traduction de ce webinaire est simultanée, donc vous pouvez cliquez sur l'interprétariat en bas de votre écran si vous voulez l'avoir en anglais. So the webinar is translated in English. If you want to have your translation in English, you can click on the interpretation at the bottom of the screen, and you will be able to have simultaneous translation of all the speeches. And all the video we will display during the webinar will be subtitled as well. So there shouldn't be any problem of language. Voilà, on va passer quelques slides pour les bonnes pratiques. Donc d'abord, je vous l'ai dit, c'est en français et en anglais, c'est traduit simultanément. Si vous pouviez couper vos micros et vos caméras pendant les interventions de manière à ce que ça libère de la bande passante et que ça n'interfère pas avec le bruit. Le webinaire est enregistré et vous allez pouvoir le revoir tout de suite après, soit sur la chaîne YouTube d'Anima, soit sur les sites web d'Anima ou via Epsomed. Et puis, si vous voulez intervenir, vous pouvez lever la main. Vous cliquez sur la barre d'outils de Zoom pour pouvoir demander la parole et on vous passera la parole. Slide suivant. Allô? Allô, allô, allô? 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 Oui, bonjour Madame Soukaina. Ah, pardon. Ben oui, j'ai un problème. Ça marche très bien, on vous entend, c'est tant mieux. Très bien. À tout de suite, je vais vous passer la parole dans quelques minutes. Donc, je rappelle, les objectifs de ces webinaires, c'est de vous donner des clés, des réponses sur une thématique d'intérêt, de savoir comment font les autres, donc de présenter des illustrations, des bonnes pratiques sur des problématiques qui sont soumises par les acteurs du réseau, puisque toutes les thématiques de nos webinaires, elles sont décidées par un comité technique qui associe des administrateurs du réseau Anima et qui décident des thématiques les unes après les autres. Et donc, évidemment, on a lancé ce cycle de séminaire du fait de la crise du Covid pour pouvoir garder le lien et continuer à partager nos expériences. Donc, beaucoup des thématiques étaient liées jusqu'à aujourd'hui à la crise du Covid. Là, on est sur une thématique plus large, mais qui reste fortement d'actualité. Donc, slide suivante. On a la chance aujourd'hui d'avoir un beau panel avec Soukaina Bouaoui, qui est la directrice exécutive de Kautar, qui est un think tank spécialisé justement sur les femmes arabes et qui est basé à Tunis. On a également avec nous Nadia Sabané, qui est de Tech Women en Palestine et qui va nous parler d'un guichet de service qu'ils ont mis en place pour les femmes entrepreneurs. Et on a également avec nous Sana Afouaïz, qui est la fondatrice et la directrice de Womenpreneur, qui est une ONG et qui fait beaucoup pour l'empowerment, pour le développement des femmes entrepreneurs. Voilà, on vous le rappelle, vous pouvez utiliser le chat pour poser vos questions ou sinon vous levez la main et je vous passerai la parole à la fin des interventions des différents speakers. Slide suivante. À l'issue, on ne veut pas s'arrêter à ces webinaires. Si vous avez un intérêt à travailler avec un des speakers, qui est intervenu pendant la conférence. On met à votre disposition, grâce au projet Epsomed, dans le cadre d'un projet européen piloté par nos amis de BusinessMed en Tunisie, dans le cadre duquel tous ces webinaires sont organisés. Et on met à votre disposition un petit outil de jumelage qui vous permet de partager, de monter un projet de transfert d'expertise ou de collaboration, de coopération avec une organisation. Donc, si vous voulez être mis en lien avec Madame Soukaina, avec Nadia, avec Sana, et poursuivre la collaboration dans le cadre d'un projet, on peut subventionner certains voyages, on peut subventionner même des frais d'expertise pour que vous puissiez monter ce projet. Donc, pour ça, maintenant, on va mettre mon contact dans le chat et vous pourrez me contacter.
Donc, toutes les interventions de nos webinaires passés, il y a eu déjà une douzaine de webinaires depuis un an, sont disponibles sur le site internet d'Anima dans la rubrique Bonnes pratiques, dans lequel vous retrouverez toutes les interventions sur les différentes thématiques. Merci. Alors, on démarre sur ce sujet de l'égalité des sexes et l'autonomisation économique des femmes qui figurent dans les 8 objectifs du millénaire pour le développement et sont considérés comme un levier clé pour atteindre cet objectif. Nos intervenants insisteront bien là-dessus et verront le lien qu'il y a entre performance globale, économique et empowerment des femmes. Ce que je peux vous dire pour Anima, et avant que notre président intervienne, c'est qu'on met en œuvre un certain nombre de programmes de soutien des entrepreneurs dans lequel on a à peu près 20% de candidatures qui nous viennent des femmes pour les entrepreneurs qu'on accompagne. Notre objectif, il est de 30% et on l'atteint pas toujours, malheureusement. Donc, il y a un enjeu, il y a une sorte de plafond de verre qu'il faut dépasser. Je vous parle depuis Marseille, en France. Les chiffres en France, vous avez un statut qui s'appelle l'auto-entrepreneur. Donc, c'est des entrepreneurs qui se créent en auto-emploi. 40% des auto-entrepreneurs sont un taux qui est particulièrement intéressant, performant. En revanche, si on regarde les projets qui sont incubés dans les incubateurs, c'est-à-dire les entreprises de croissance, les entreprises technologiques, seulement 10% de ces entreprises en France sont des femmes. Donc, il semble qu'il y a un plafond de verre, effectivement, y compris en France, ce n'est pas spécifique à la région MENA, pour faire passer à l'échelle ces projets d'entreprise. Est-ce que ce plafond de verre, il est structurel? Quelles sont ces barrières? C'est vraiment le sujet qu'on veut discuter avec nos entrepreneurs. Est-ce qu'il y a des barrières psychologiques et d'où elles viennent? C'est vraiment des sujets qui sont importants à discuter avec nos 3 intervenantes que j'ai citées tout à l'heure. Mais tout de suite, avant de passer la parole à Madame Soukaina Bouraoui, je donne la parole à Tarek Chérif, le président du réseau Anima. Bonjour, grand plaisir et pour moi un grand bonheur, pour ainsi dire, d'être avec vous aujourd'hui, d'autant plus que c'est la première présence au titre de président du conseil d'Anima aujourd'hui à Marseille. Donc, c'est une date que je ne vais pas oublier. Sujet ô combien important, bien sûr, l'égalité des chances et puis la présence des femmes au niveau des différentes structures. Je suis dans les bureaux d'Anima. Anima s'est créé en 2006 et elle s'est créée grâce aux femmes. J'ai essayé de voir un peu ce qui s'est passé dès le début. En 2006, il y avait certaines femmes qui étaient présentes et grâce à elles, en grande partie, que cette structure existe aujourd'hui. Permettez-moi de les citer, de les nommer, parce que c'est quand même la moindre des choses qu'on peut le faire aujourd'hui. Madame Leila Sbiti pour le Maroc, Wafa Sokri pour l'Égypte, Fatma Al-Ghani pour la Tunisie, Raël Roy pour Israël, Safia Khouir pour l'Algérie. Ce sont des femmes qui ont été à l'origine, entre autres, de la création d'Anima et je pense aujourd'hui, la moindre des choses, c'est de leur rendre un petit, au moins de les citer et de les nommer et les remercier à titre actuel. Anima aujourd'hui est bien sûr fédère 70 membres dans plus de 20 pays, comporte 15 collaborateurs et AGD gère jusqu'à maintenant 40 millions d'euros d'activité. C'est quand même important. Et c'est cette activité débordante avec un certain nombre de pays, Anima rend de grands services à toutes les structures, les organismes qui fonctionnent tout autour de ce réseau. Et je me rends compte depuis ce matin que je suis là, je le savais, mais je le vois en présentiel, pour ainsi dire, que les dames sont très nombreuses dans les bureaux d'Anima. Et c'est pour moi également une occasion de les féliciter, de les nommer: Clémentine, Zoé, Lydie, Lauriane, Inma, Soteria, Martina, Roxane, Manon, Raphaël, Sarah, 3 hommes, Aurélien, Mathias et Emmanuel. Donc, vous voyez qu'au niveau d'Anima, la présence des femmes est importante et fait des succès, j'allais dire, journaliers
d'Anima. La volonté d'avoir plus d'équilibre ou d'avoir plus de présence de femmes, c'est un travail de tous les jours. Ce n'est pas en décidant qu'on peut faire des choses tout de suite. Moi, je crois que c'est un travail de tous les jours, à tous les niveaux, dans tous les pays. Essayer d'équilibrer, essayer d'avoir un minimum de présence dans les différentes structures, pas parce qu'on veut placer des femmes, mais parce que les femmes, on le voit, moi je le vis au quotidien dans mes activités, soit à Tunis, soit à l'étranger, la présence de femmes généralement génère de bonnes idées, de bonnes pratiques, de bonnes perspectives. Et je pense qu'on a toutes et tous intérêt à faire en sorte que le nombre de femmes soit plus important dans nos différentes structures. Moi-même, la semaine dernière, j'ai signé avec la structure Femmes Dynamiques en Afrique avec Madame Valérie Nougoum à Tunis, qui est une Camerounaise et qui donc préside cette structure, une convention avec la Connect que j'ai l'honneur de présider, pour faire en sorte qu'il y ait le maximum d'échanges entre Connect et cette structure qui comporte uniquement des femmes, mais pas uniquement pour la Tunisie, également pour des visites dans d'autres pays. J'ai l'honneur de présider Connect. Connect, il n'y a que des femmes au niveau de l'administration, et ça c'est visible quand les gens viennent à la Connect. Et au niveau de mes affaires, je me rends compte que la présence de femmes donne d'excellents résultats. Donc, je ne peux qu'appuyer toutes les mesures qui peuvent faire que la présence des femmes soit plus importante, plus nombreuse au niveau des différentes structures. C'est un équilibre au niveau des entreprises et des institutions qui ne peut que donner de bons résultats et qui ne peut que nous encourager à aller de l'avant. Je ne veux pas faire de discours à la place de nos invités, d'éminentes personnalités. Madame Soukaina, que je connais personnellement, donc je ne peux que la saluer. Madame Nadia également et Madame Sana, je vous remercie pour la présence et pour l'intervention et je vous souhaite un excellent webinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tarak Cherif. Et alors, tout de suite, sans plus tarder, on va passer la parole à Madame Soukaina Bouraoui, qui dirige le Centre de la femme arabe pour la formation et la recherche. On a demandé à Madame Soukaina de un peu nous donner l'état de la situation avant qu'on démarre sur les échanges dans la région MENA, dans les pays arabes, voilà, sur la place des femmes, notamment dans les structures économiques et les entreprises. Donc, Madame Soukaina, la parole est à vous. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez d'abord? On vous entend. J'ai des petits problèmes avec mon micro, donc je voulais m'assurer que vous m'entendiez bien. Je salue et je félicite le très grand Tarak Cherif d'être président d'Anima et je suis très heureuse et fière qu'il soit à la tête d'Anima, qui est un de nos partenaires fidèles depuis longtemps et particulièrement dans Exomed. Alors, je voulais aussi remercier tous les organisateurs, bien sûr, d'avoir consacré un webinaire spécial pour cette question si importante de l'égalité du genre dans les entreprises. Moi, je vais faire ma présentation en 2 temps. Le premier sera pour rappeler le constat d'absence ou d'insuffisance, justement, des femmes, et tu l'as bien rappelé au départ en donnant les chiffres des incubateurs et la présence des femmes dans les incubateurs. Et puis le second sera consacré à rappeler quelques pistes d'une meilleure prise en compte des femmes comme levier de développement des entreprises en Méditerranée. Bon, alors pour le constat, je vais faire court. Je ne vais pas vous présenter un état des lieux, tout simplement parce que depuis 2003, avec la Banque mondiale, nous avions lancé et écrit et rapporté le premier rapport sur les femmes entrepreneurs dans la région MENA, que nous avions lancé avec la reine Rania en Jordanie et qui couvrait les pays arabes. Et je peux vous dire que nous avons lancé dernièrement, mais très dernièrement, il y a quelques mois, avec l'OCDE, une sorte de point de la situation. Et vous allez trouver tout ça, tous les chiffres et tous les indicateurs dans les rapports de Kautar, de l'OCDE, dans la bibliothèque de l'OCDE. Et je ne vais rien vous apprendre de plus que
l'entrepreneuriat en général dans les pays arabes et particulièrement dans les pays du Maghreb et particulièrement en Tunisie, malheureusement, la part de l'entrepreneuriat en général des hommes et des femmes est faible, mais l'entrepreneuriat féminin, des femmes chefs d'entreprise, des femmes qui dirigent leurs entrepreneurs, elles n'ont que la qualité pour se présenter, mais elles ne peuvent pas parler de quantité. On n'a même pas la masse critique parce qu'elles représentent moins que 10%. C'est exactement presque les mêmes proportions de Marseille dans les incubateurs, moins de 10% des entrepreneurs. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte en détail quand je vous parle de moins de 10% de la masse des femmes dans l'entrepreneuriat? Donc, je ne vais pas présenter des tableaux. Tout cela revient à parler de l'insuffisance. En revanche, je ne parlerai pas non plus des violences et des harcèlements qui se font dans les entreprises, dirigées par les hommes et par les femmes d'ailleurs, et je ne parlerai pas non plus des harcèlements et violences qui bloquent les femmes pour devenir chefs d'entreprise, de celles qui se font contre les dirigeantes, pas seulement les dirigeantes entrepreneurs, même les élus, les parlementaires, les conseillères, toutes les élus, toutes les femmes qui sont dans le leadership. Pourquoi? Surtout pour l'entrepreneuriat, parce que c'est encore un sujet tabou. Mais nous avons des études qualitatives avec la voix des femmes qui nous racontent ce qui se passe et elles sont à votre disposition dans la Clearinghouse de Kautar pour éclairer ces phénomènes qui touchent toutes les femmes du monde, mais y compris les femmes chefs d'entreprise. Peut-être autrement, mais sûrement. Moi, je vais me baser sur l'excellente expérience d'Anima. Je vous félicite vraiment pour ces séminaires qui sont relatifs aux bonnes pratiques, mais pour en parler, je vais les mettre en lumière par rapport à vos obligations, à nos obligations, pays, secteur privé et associations, de nous aligner sur les directives de l'agenda 2030 et de ces 17 objectifs. Et vous savez que dans ces 17 objectifs, il y a l'objectif 5 qui, je vais dire, oriente les pays, incite les pays et tous les secteurs, y compris le secteur privé, à tenir compte des femmes de manière très précise avec des indicateurs, mais, et c'est ça qui m'intéresse, l'obligation de gender mainstream, de faire du genre, de optique genre et des lunettes genre pour les 16 autres objectifs de développement durable. Donc, c'est avec cette approche de gender mainstreaming que je vais interroger l'excellente initiative lancée par Anima. Alors, j'ai étudié les 12 séminaires tenus depuis le premier semestre 2020 qui ont passé en revue des thèmes prioritaires, et je vous en félicite, et qui ont rappelé tous ces séminaires combien la pandémie due au Covid-19, bien plus que la crise financière de 2008, a été et est un choc mondial mettant à mal toutes les économies et tous les équilibres, y compris des entreprises de la planète. J'ai énormément appris. Mais j'ai remarqué, en écoutant beaucoup d'interventions, pas toutes bien sûr, mais beaucoup plus que vous ne croyez, j'ai écouté beaucoup de ces 12 séminaires et j'ai remarqué que l'aspect genre n'a pas été pris en compte. Et cela même si certains intervenants l'ont évoqué sous l'aspect social le plus souvent. Mais vous savez, j'ai bien compris quand il y avait ce séminaire consacré au genre qu'il n'y avait pas de gender mainstreaming suffisant, qu'il y aurait un séminaire consacré aux femmes, mais que dans les autres séminaires, on n'allait pas parler suffisamment des femmes, de leur apport, de leur spécificité, de leurs problématiques croisées aux grandes problématiques des thèmes prioritaires. Et j'ai vérifié cela en écoutant les séminaires. Mais vous savez, cet état de fait ne m'a pas étonnée du tout, parce que tous ceux et celles qui, comme moi, s'occupent particulièrement des thèmes de genre, et moi j'y suis depuis 30 ans, eh bien, je crois qu'on ne serait pas utile si on n'était pas là pour rappeler la lacune et malheureusement la rappeler, mais au moins à des gens ouverts comme vous, parce que parfois nous la rappelons et c'est presque péché de la rappeler. Il y a une lacune fondamentale, il y a une lacune congénitale
Et il faut se poser la question à chacun d'entre vous pour dire que le fait de dire qu'il y a 80 femmes sur 100 dans une entreprise, ça ne fait pas, c'est pas ça qu'on appelle le gender mainstreaming. Et ce n'est pas ça qui va faire en sorte qu'il y a un effet de levier. Pourquoi? Parce que les femmes, culturellement, dans l'entreprise, elles vont se comporter comme un chef d'entreprise. Et c'est très bien d'ailleurs pour l'entreprise. Et c'est même très, très bien pour l'entreprise. Mais ce n'est pas suffisamment bien pour les femmes en général et pour l'approche genre. Alors, je dois souligner que l'absence de prise en compte de la diversité genre n'a pas été le fait des hommes qui sont intervenus dans vos webinaires, dans vos séminaires, parce que les femmes très compétentes, mais vraiment très compétentes, professionnelles, qui ont pris part à ces séminaires, eh bien, elles ont été aussi gender neutres. Sur les 10 femmes qui ont parlé parmi les 35 intervenants et qui ont fait ces présentations, elles n'ont pas mis en lumière le choc différent, ou pas suffisamment, le choc différencié de la pandémie et ne l'ont pas illustré par des propos clairs avec des données, des statistiques, des cas pratiques, des histoires de vie qui auraient montré combien les mesures apportées par les gouvernements, qui sont très faibles dans notre pays, ou bien par les organisations professionnelles ou la société civile, beaucoup plus importantes dans nos pays, combien ces mesures auraient gagné en efficacité si elles avaient été gendérisées et si elles avaient été affectées de manière spécifique pour les hommes, pour les femmes, pour les catégories vulnérables, parce qu'on ne vit pas la pandémie de la même manière. Et pourtant, et pour l'entreprise, plusieurs études, des dizaines d'études, dont une étude américaine qui a été menée pendant 4 ans par l'organisation Catalyst, qui a porté sur 353 entreprises parmi les 500 qui figurent au classement du magazine Fortune et qui opèrent dans 11 secteurs industriels différents, a démontré qu'il existe une forte corrélation entre parité homme-femme dans une entreprise et rentabilité. Lorsque les femmes comptent et qu'il y a une masse critique de femmes qui ont des postes de décision, eh bien la rentabilité est meilleure. Les entreprises qui comptent le plus de femmes dans les équipes dirigeantes affichent de meilleures performances financières et ce constat s'applique pour les 2 variables financières prises en compte dans cette étude, la rentabilité des capitaux propres, supérieure à 35% par rapport aux autres, et le taux de rentabilité par action, qui est supérieur de 34%. Alors voilà, moi, je pense que ces chiffres vous apprennent plus sur cette question que les tableaux que j'aurais pu vous présenter et qui existent dans tous les rapports destinés aux femmes, les rapports genre de la Banque mondiale, les rapports de la SFI, etc., etc. En vérité, ce qu'ont fait les intervenants dans les 12 séminaires est exactement ce que font les plus grandes institutions économiques et financières lorsqu'elles parlent en général de l'entreprise ou de l'économie et qu'elles ne parlent pas spécifiquement de femmes. Et quand elles parlent spécifiquement de femmes, elles ne parlent que de femmes. Autrement dit, toutes leurs données, en général, sont neutres ou gender blind. Et c'est pour ça que c'est aussi bien dans les données qui sont faites par chaque entreprise au niveau micro ou bien au niveau macro-national ou international. Alors, comme les dirigeants du secteur privé, y compris vous, messieurs et mesdames, ne vont pas réellement tenir compte de ce que moi, j'aurais pu vous présenter comme recommandation, moi, je me suis abritée pour présenter quelques pistes, c'est mon deuxième point, que les grandes institutions financières et économiques reconnues ont proposé dans leur stratégie de jusqu'à 25 ou à 30, notamment après le choc sanitaire dû au Covid. En effet, il y a des pistes qui vous permettent de vous inscrire là-dedans. Et ces lunettes, ce sont des lunettes, en fait, de bonnes lunettes, pour que des programmes gendérisés soient mis en place dans toutes les entreprises, petites ou grandes. D'une part, mettre en lumière et encourager la visibilité des femmes, élaborer des données, des données, ne serait-ce que par vos organigrammes, où se trouvent les postes de décision et combien de décisions ont été prises par les femmes. Les rapports doivent aussi être gendérisés.
ça, c'est quelque chose de très important et ça vaut pour tout le monde. Nous n'avons pas suffisamment de données sur les femmes, que ce soit les femmes magistrates, que ce soit les femmes conseillères, que ce soit les femmes parlementaires. Et quand on en a, elles ne sont que quantitatives. Alors, pour les entreprises, c'est un peu la même chose. Donc, vous n'êtes pas les seuls à être mis en cause. Aussi, donc la première orientation de ces grandes institutions, que je résume de cette manière, de manière très, très caricaturale, mais après, je vais vous donner quelques exemples. Et puis, la deuxième grande orientation, c'est de faciliter par des mesures concrètes l'accès tellement inégal entre les hommes et les femmes, aussi bien l'accès aux services. Moi, je parle des services bancaires et financiers, par exemple. Vous savez qu'il y a une sous-bancarisation des femmes et des jeunes, et particulièrement dans nos pays, et dans la région Méditerranée d'ailleurs, mais surtout dans la région MENA et surtout dans le Maghreb. Elle est terrible, c'est vraiment moins de 15% des jeunes et des femmes. De la même manière, il y a un accès vraiment insuffisant à tous les autres services. Un accès aux services, que ce soit un service financier, bancaire, de santé, c'est un droit de l'homme. Le droit de l'homme, ce n'est pas seulement d'avoir une constitution. Le droit de l'homme, c'est l'accès aux services, l'accès à l'éducation financière, l'accès à l'éducation entrepreneuriale dès le jeune âge. Pour aujourd'hui, où il n'y a absolument aucune autre piste pour le développement comme levier essentiel que l'entrepreneuriat, l'éducation entrepreneuriale et l'éducation financière doivent être co-substantielles aux droits de l'homme. On ne doit pas rester dans les droits de l'homme théoriques, j'ai le droit de vote et j'en fais rien. On doit vraiment apprendre aux jeunes et particulièrement aux femmes, quel que soit leur âge, même au mien, comment être dans l'entrepreneuriat, comment être dans la prise de risque. Et ça doit se multiplier partout, 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 partout. C'est ça qu'on veut dire quand on dit accès aux services. Mais même accès aux services, aux informations et aux conseils. Vous savez, dans les incubateurs, quand il y a une bonne publicité, eh bien, on y va. Quand il y a des formations à 6 heures du soir, les femmes n'y vont pas. Donc, adapter les services aux femmes et surtout faire en sorte que le conseil, l'information arrive aux femmes. Alors, évidemment, vu que la pandémie COVID-19 a bouleversé tous les systèmes, que ce soit de santé, de politique, d'économique, mondiaux, mais particulièrement les marchés émergents, les institutions financières se sont alliées pour trouver des solutions et donner des orientations, comme je l'ai dit. Et particulièrement, je vais prendre quelques exemples. Par exemple, le défi 2X et le Gender Finance Collaborative, ce sont deux initiatives qui ont été chapeautées par les institutions financières de développement et ce sont des expertes en matière d'investissement qui ont orienté pour une optique beaucoup plus importante du genre et qui ont non seulement démontré par des indicateurs que la pandémie touche plus durement les femmes et les filles, mais le groupe de travail a mis en place des initiatives pour que la dynamique genre soit prise en compte par les investisseurs et les autres intermédiaires financiers. Pour cela, un appel à l'action a été lancé pour répondre rapidement à la crise et investir dans des solutions intégrant une optique genre. Alors, comment faire? Par exemple, ce que je racontais tout à l'heure en termes ordinaires, passer en revue les portefeuilles et diffuser des pratiques exemplaires, lancer des projets de reprise à plus long terme qui intègrent une perspective de genre pour veiller à ce que les activités d'inclusion économique des femmes se maintiennent, collaborer à la conception de mécanismes financiers, de facilités conjointes pour fournir des liquidités aux institutions financières et aux intermédiaires qui adoptent une optique genre, par exemple en ciblant les secteurs d'activité et les institutions financières qui répondent spécialement aux besoins des femmes emprunteuses, ainsi qu'aux gestionnaires de fonds féminins. Le groupe de travail du Bureau des investissements de Gender Finance Collaborative va participer au repérage, est en train de participer au repérage, à l'évaluation et à la diffusion de ces opportunités. De la même manière, la Banque mondiale, dans sa stratégie jusqu'à 25, a réellement, réorienté encore plus dans une optique genre. Mais je voudrais, pour terminer, donner l'exemple de la BAD,
qui a lancé un appel à action très, très intéressant et qui a lancé d'ailleurs depuis 2016. Hein. Elle a lancé un appel qu'elle a appelé l'AFEA, je crois, je vais dire le nom. La foi, la Banque africaine, depuis 2016, une initiative AFAWA, Affirmative Finance Action for Women in Africa, pour combler le déficit d'accès au financement des femmes en Afrique, évalué à 42 milliards de dollars américains. Mais ce qui est intéressant, c'est la nouvelle stratégie de la BAD qui prévoit de débloquer jusqu'à 5 milliards de dollars de financement dans le cadre de la mise en œuvre d'une nouvelle initiative en faveur des femmes. La Banque africaine de développement s'est engagée à renforcer les capacités des institutions financières opérant sur le continent, et j'espère que vous allez tous venir sur le continent africain. Je sais que notre président aujourd'hui d'Anima est très ouvert à ces questions, opérant sur le continent africain pour les intéresser davantage à la niche des petites et moyennes entreprises détenues par les femmes, même si elles sont peu nombreuses. Il faut les booster. Elles comptent aussi aider à adapter leurs produits et leurs services au type d'entreprise que gèrent les femmes et les filles. Bien sûr, les grandes institutions internationales, comme je l'ai dit, la BIRD, la Banque mondiale, le FMI, ont clairement posé l'entrepreneuriat, non seulement l'entrepreneuriat comme maillon moteur du développement, mais ont insisté, puisque vous avez commencé par là, je vais terminer par là, sur le rôle de levier que les femmes formées et bonnes entrepreneurs, et elles le sont, pourraient faire si elles étaient encore plus encouragées à être entrepreneurs et à se maintenir entrepreneurs. Parce que c'est ça le challenge. Ce n'est pas seulement de lancer son entreprise, c'est de maintenir son réseau et de se maintenir en vie et de ne pas être tout le temps sous oxygène. Alors moi, j'espère vraiment, parce que j'adore Anima, je trouve que c'est un réseau absolument extraordinaire que j'ai découvert avec Epsomed. J'espère qu'Anima pourra faire une sorte, avec Kautar, dans le cadre d'Epsomed et au-delà, une sorte de monitoring, de veille sur ces belles initiatives et surtout sur ces belles résolutions, parce que vous savez que les résolutions, c'est un peu comme le sable qu'on attrape, eh bien, il faut bien le garder, sinon il file entre vos mains. Alors moi, je pense que c'est très intéressant si on met en place une sorte de monitoring avec Emmanuel et tous les autres, avec M. Tarek Chérif, une sorte de monitoring de ces belles résolutions en Afrique et ailleurs, pour voir si les institutions financières qui sont sous le choc aujourd'hui de la pandémie, quand elles apprendront que nous devons être beaucoup plus pauvres, ne vont pas atténuer, elles ne doivent pas atténuer leurs belles recommandations et initiatives. Et nous sommes là pour aussi essayer de tirer la sonnette d'alarme ou de faire un peu le gendarme, mais très bienveillant par rapport aux entrepreneurs et à Anima, parce qu'on est très sûr, on est absolument sûr que vous êtes avec nous dans la conviction. Nous, on aimerait que vous soyez avec nous beaucoup plus dans l'action. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Mme Choukaina, pour ce discours vibrant qui nous interpelle, effectivement, et c'est important que vous mettiez en avant les points que vous avez soulevés. Merci d'avoir fait l'effort de revoir les derniers webinaires, les interventions des autres. Je vous remercie. Bravo. Effectivement. Je ne vais pas revenir sur je ne vais pas apporter de réponse, évidemment. Je pense que votre discours est clair. Il faut que la question du genre soit transversale et vienne irriguer un peu tous les sujets. Néanmoins, sur ce point-là, on voit deux points de vue quand on voit les femmes, hein, par rapport à ce point de vue-là. Certaines pensent, comme vous, que la question des genres doit irriguer, doit être promue, doit être mise en avant systématiquement sur tous les sujets. Et pour d'autres, en particulier les femmes qui ont des ambitions dans les entreprises, qui sont dans des situations de gouvernance, dans des positions de direction, elles ont au contraire pas envie d'être discriminées par rapport à leur genre. Elles n'ont pas envie d'être mises en avant mais au contraire d'être mises sur un pied d'égalité avec les hommes. Est-ce que ce débat, parce que vous êtes en Tunisie, vous estimez qu'il n'a pas lieu d'être, ou est-ce que vous pensez que c'est un complexe des femmes sur ce sujet-là? Comment vous le vivez, ce débat? Écoutez, moi je pense que les institutions financières qui gouvernent le monde savent ce qu'elles font. Alors, tous les entrepreneurs du monde sont en train de regarder ce que fait la Banque mondiale et le Fonds monétaire international qui gouvernent nos pays.
Alors, si eux disent, après étude très mûre, que c'est très important de gendériser, que voulez-vous que moi je vous dise? Très bien. Moi, je ne suis pas une élève. Ah, Moi, je suis une observatrice. Et quand j'ai vu hier ce qui s'est passé au Parlement tunisien, la honte d'un député homme qui a frappé une femme uniquement parce que c'est un homme qui ose frapper une femme parlementaire comme lui, moi je dis que c'est absolument honteux et que toutes les femmes, là où elles se trouvent, que ce soit au FMI ou chef d'entreprise, doivent se sentir insultées par un homme qui représente les hommes. Et que tant qu'un homme se permet de gifler une femme ou de frapper une femme, ça veut dire qu'il y a quelque chose, parce qu'elle est femme, parce qu'il n'aurait pas frappé un homme. Eh bien, moi, je dis que tant qu'il y a ce genre de choses, eh bien, toutes les femmes, surtout celles qui sont à la tête de l'entreprise, elles ne doivent pas oublier qu'elles peuvent être giflées un jour parce qu'elles sont une femme, même si elles sont protégées dans leur milieu. Mais si elles voyagent, si elles sortent de leur cocon, elles le feraient par solidarité, par générosité, par solidarité. Je crois que c'est très important. Et les hommes qui comptent, les hommes qui sont humains, doivent se solidariser avec les femmes les plus vulnérables. Et ils doivent booster les femmes qui ont réussi. Parce que les femmes qui ont réussi, elles ont réussi très souvent en mettant de côté leur genre. Posez-leur des questions comme nous les avons posées dans des enquêtes anthropologiques. Vous verrez le niveau de souffrance qu'il y a pour qu'une femme arrive à la tête. Et n'écoutez pas celles qui vous disent qu'elles n'ont pas souffert. Ne les écoutez pas, parce que c'est du bluff. À 80%, à 60%, à 10%, c'est pas grave. De toute façon, les hommes, pour arriver dans des postes de direction, souffrent. Il n'y a aucun homme qui arrive comme ça parce qu'il est le plus beau du monde. Moi, je vous dis simplement que pour les postes de décision, les hommes souffrent et les femmes souffrent un peu plus ou beaucoup plus. Rien qu'un peu plus, rien que parce qu'une femme peut être tuée parce qu'elle est une femme, qu'une femme est plus souvent violée qu'un homme, même si elle est chef d'entreprise. Elle est plus souvent violée. Quand dans la rue, un homme attrape une femme pour la violer, vous savez, on ne va pas lui dire non, si vous êtes femme chef d'entreprise, vous n'êtes pas violée. Donc, il faut qu'elle soit solidaire, cette femme qui dit qu'elle n'a pas de problème. Bon, elle n'a pas de problème. Mais moi, je m'aligne avec vous aux institutions financières internationales qui guident votre travail. très bien, merci. Merci encore. Hein. Vraiment, on est bravo pour ce discours et pour la main tendue aussi que vous nous faites. Évidemment, on sera ravis de pouvoir collaborer avec vous sur cette question, effectivement, qu'il faut comprendre, investiguer. Et c'est votre métier chez Kautar que de comprendre ce sujet-là. Et évidemment que si on peut monter des initiatives ensemble, on le fera volontiers. Au-delà effectivement de la question de l'entrepreneuriat et des postes de direction, vous le rappelez, les questions de harcèlement, de violence sont des situations inacceptables qu'il faut effectivement promouvoir dans toutes nos activités comme telles. Moi, je prendrai rendez-vous avec M. Tarek Chérif dès qu'il revient dans notre pays. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Soukaina, vous connaissez toute l'amitié et le respect que j'ai pour vous. Attention, votre micro est coupé. Je l'admire, mais je vais en profiter pour lui parler de genre pour les femmes entrepreneurs. Lundi matin, je vous appelle. Très bien. Votre micro est coupé. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des demandes d'intervention en réaction à l'intervention de Mme Soukaina? Je ne crois pas. Ben, écoutez, encore une fois, un grand merci. Vous avez parlé de services, d'accès aux services, et c'est précisément le sujet des interventions de nos deux panélistes suivantes, Nadia Sabané et Sana Afouez. Vous savez très bien d'ailleurs, et j'admire ces jeunes. Alors, elles ne vont pas tout vous dire, mais alors, vous savez, pour la Palestine, je peux vous dire que notre cœur pleure parce qu'on n'arrive même pas à leur envoyer des fonds alors qu'on est dans des projets européens. Parce que les banques bloquent.
les fonds qu'on leur envoie pour payer leurs consultations. Et ça, je crois que c'est un deuxième cri d'alarme. Comment fait-on pour aider nos amis palestiniens? Sans politique. Depuis la France, ça marche en tout cas. On va passer donc à notre première intervention, mais justement de Palestine, Nadia Sabané, catalyseur d'innovation et agent du changement chez Tech-Women. Bonjour Nadia. Vous êtes là? Voilà. Hello, thanks for having me. Yes. Oui, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous. On montrera votre vidéo avec votre échange et après on parlera directement avec vous. Merci d'être avec nous, Nadia. Merci. Zéro pour cent, c'est le pourcentage des startups palestiniens qui sont assurés des fonds et qui sont gérés par des femmes. Cela est le cas quand cela regarde à tous ceux qui regardent aux femmes. En termes de population, nous avons une contribution autour de 90% d'emplois. En ce qui concerne les femmes, c'est 66%, en tant que le chômage des femmes qui ont 30 ans et qui sont d'éducation. Nous parlons de 24% de chômage. Le pourcentage de femmes dans de hautes positions est de 10%. Et évidemment, il y a un gap entre les femmes et les hommes d'environ 30%. Nous sommes très formés, très bien formés, très compétitifs. Le niveau d'éducation est aux alentours de 60%. Si vous regardez dans les universités de Palestine, vous verrez que la majorité des étudiants sont femmes et que les meilleurs étudiants, spécialement dans les applications scientifiques, sont femmes. Donc, ce sont des femmes qui arrivent avec des solutions novatrices et des projets intéressants. Mais si vous leur demandez, vous voulez faire un pas supplémentaire et créer un business de cette solution novatrice, la plupart de celles-là, le 80%, vous dira qu'ils ne sentent pas avoir les capacités de devenir entrepreneurs. Et vous verrez que 84% de celles-là diront que la communauté et leur communauté, leur culture sont un obstacle pour créer une start-up. Tandis que 55% dira que pour être entrepreneur, la difficulté, c'est l'accès aux fonds, au financement. 82% dira que les services auxquels elles peuvent avoir accès dans leur écosystème ne sont pas suffisants. Si elle commence une activité commerciale, ce sera une toute petite entreprise avec accès à la microfinance. Cela les empêche d'avoir un rôle de disrupteur dans l'économie. Notre mission est d'y développer le potentiel des femmes pour devenir des héros dans un système d'entrepreneuriat plus inclusif avec Nexus, le one-stop shop pour les femmes entrepreneurs. Nous travaillons sur ce pilier. En premier, nous allons créer notre confiance, notre mindset, notre esprit d'entrepreneuriat, nos capacités techniques, nos capacités du 21e siècle. Ensuite, nous fonctionnons comme un incubateur et un accélérateur pour les idées novatrices que les femmes peuvent avoir. Nous leur fournissons des programmes
pour développer leur idée de les stades d'idées jusqu'à un produit commercial qui peut être commercialisé. Et ensuite, nous les aidons avec l'investissement financier pour celles qui décident de créer une start-up. Et à n'importe quelle étape vous souhaitez commencer, si vous arrivez à un point où vous dites ce n'est pas quelque chose pour moi, on va l'aider pour développer des capacités qui la rendent plus facile à employer, qui lui rendent plus facile de trouver un emploi. Nous voulons créer une communauté à support pour nous-mêmes et pour toutes les femmes qui veulent participer. Nous fournissons du mentorat, de l'apprentissage. Et ce faisant, nous voulons augmenter notre visibilité et la visibilité des femmes. Ce n'est pas un secret, la Palestine est part du monde et tout le monde est en train de souffrir de la pandémie que nous avons depuis l'année dernière. Beaucoup d'entrepreneurs ont dû licencier des employés ou les mettre au chômage et beaucoup d'enfants sont restés à la maison et les femmes se sont retrouvées dans une situation où elles ont dû quitter leur travail pour s'occuper de la famille et elles n'avaient pas donc d'emploi, ils n'avaient pas d'emploi régulier. Et voilà pourquoi c'est le moment opportun, le moment rêvé pour nous de pousser vers l'accélération de l'entrepreneuriat féminin en Palestine et dans la région. Ce dont nous avons besoin, et la raison pour laquelle je suis ici, c'est pour me présenter et présenter les services que nous pouvons fournir et pour parler de notre écosystème, pour gagner des partenariats potentiels et faire partie de la communauté et créer un réseau avec des personnes qui ont la même vision et qui croient en cette même mission. Et avec cela, on pourra s'entraider avec la même vision pour avoir un impact plus durable des femmes dans le développement économique. Vous voyez sur l'écran mon LinkedIn et mon email. J'espère que j'aurai de vos nouvelles avec de nouvelles idées, comment on peut travailler ensemble, comment vous pouvez nous aider avec le travail en Palestine et dans le bassin méditerranéen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nadia, pour votre présentation. Quand ce guichet unique de service a été offert, à partir de quel moment? Et donc, on a besoin de quelques données, combien de femmes vous avez servi, ainsi de suite. Alors, c'est une initiative toute neuve, toute récente. Je suis très passionnée par ces thématiques concernant les femmes, donner des opportunités aux femmes. Donc, après 13 ans de travail dans le secteur de l'innovation, j'ai pensé que c'était le bon moment de mettre au service, de mettre mon éducation et mon expérience au service de cette initiative qui aurait pu aboutir à des changements. Et donc, on a réalisé une enquête avec plus de 200 femmes qui nous a donné beaucoup d'informations. Et donc, on a décidé de travailler ensemble et pour comprendre quels étaient les besoins de ces femmes, quelles étaient les priorités concernant ces services. Et donc, on a rédigé un programme avec des organisations locales au début et on va lancer un projet pilote et pour élargir notre communauté. Et bonne chance pour cette initiative. Je rappelle aux participants que vous pouvez poser votre question sur le chat, donc dans la section discussion de Zoom. Nadia, d'après votre
expérience dans le secteur de l'innovation, qu'est-ce que c'est? Quel est l'élément spécifique et qu'est-ce que vous avez dû faire de façon particulière concernant le programme, ce programme et des services pour les femmes, s'il y a quelque chose de spécifique? Oui, oui, tout à fait. Alors, il y a beaucoup d'initiatives. Donc, ce n'est pas une initiative complètement révolutionnaire parce que tout le monde, tous les entrepreneurs devraient faire appel à leur expérience pour le mettre à service de l'égalité entre hommes et femmes et dans le secteur du développement économique. Parce qu'il y a toute une partie de la population qui n'est pas utilisée à plein, qui n'est pas prise en compte et donc qui ne contribue pas aux produits national, donc à l'économie nationale. Et donc, dans notre programme, on s'occupe de différents thèmes. Et j'ai commencé personnellement de mon expérience parce que j'ai pensé que tout le monde et toutes les femmes ont des doutes concernant leurs capacités, leur expérience. Et donc, on a décidé d'aider ces femmes à mener des pas, à aller de l'avant pour pouvoir monter leur entreprise, pour pouvoir aboutir à un changement du système complet. Et donc, on a commencé avec la confiance des femmes, donc pour renforcer la confiance des femmes en leurs capacités, pour que les femmes comprennent que c'est tant de leur droit, sous leur droit d'avoir accès aux différentes opportunités, aux différentes ressources. Donc, on est parti de ce principe et de cette approche, donc de la confiance. Et après, on est passé vraiment à la partie des incubateurs, des investissements, des startups, avec des collaborations avec des investisseurs, des bailleurs. Et donc, de cette façon, on a pu montrer un peu le chemin aux femmes. L'élément un peu particulier de cette initiative est que c'est une initiative qui concerne tout le parcours d'entrepreneuriat. Donc, c'est à partir de l'idée jusqu'au lancement. Donc, mais aussi ce qui vient avant l'idée, donc la partie de la confiance, et après le lancement. Donc, tout ce qu'il y a après et tout ce qui concerne aussi l'accès au fonds. Oui, c'est très clair. Hein. Donc, on a parti du plafond en verre. Et donc, vous êtes en train vraiment d'attaquer ce problème de différents points de vue. Donc, la confiance et donc tout ce qui arrive, tout ce qui se passe avant le parcours d'entreprise et même après. Donc, on dirait que c'est un programme assez standard, mais ce n'est pas le cas en fait. Parce que très souvent, il y a des programmes standards qui s'arrêtent au lancement, mais après, il n'y a plus rien. Ce n'est pas le cas pour votre programme. Est-ce que quelqu'un a des questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait poser des questions? Quels ont été les défis les plus importants de ce projet? Les besoins et les défis. Alors, tout d'abord, l'accès au talent. Par exemple, en Palestine, il y a les femmes dans la bande de Gaza et ailleurs doivent faire face à différents défis. Donc, tout d'abord, il faut faire en sorte qu'elles puissent avoir accès au programme. Et après, on s'occupe aussi de programmes de mentorat
il n'y a rien de révolutionnaire parce qu'il y a des programmes d'incubateurs. Donc, il faut tout simplement faire en sorte qu'on trouve les partenaires appropriés pour les projets. Et après, il faut trouver les investissements. Une chose qui est nouvelle en Palestine est le rôle des business angels, donc des bailleurs femmes. Donc, on veut créer un club d'investisseurs, de bailleurs qui sont femmes, qui sont des femmes. Et la priorité est d'investir dans des projets de femmes. Anima a créé le premier réseau d'investisseurs en Jordanie, au Maroc et en Tunisie. Et donc, on va être très ravis de pouvoir collaborer avec vous. Est-ce qu'il y a un bon accès aux expertises, aux talents pour les femmes? Alors, les femmes qui veulent être entrepreneurs, par exemple, je viens du nord de la Palestine, de la Cisjordanie. Donc, les conditions là-bas sont un peu différentes parce que là, on peut aller à l'université, même à fréquenter, aller à la faculté de médecine, donc de domaine scientifique. Mais il faut augmenter le nombre de femmes étudiantes qui se spécialisent dans ces domaines scientifiques. Donc, on veut augmenter le nombre de femmes qui ont du talent dans ce secteur. Il est très important également de collaborer avec des partenaires dans d'autres pays pour pouvoir partager les expériences. Merci beaucoup, Nadia. Soukaina voulait intervenir. J'ai vu votre question dans le chat. Vous voulez savoir combien de femmes entrepreneurs s'occupant des femmes. Je n'ai pas très bien compris. Est-ce que vous voulez intervenir, Madame Soukaina? Je voulais savoir combien il y a de Nadia en Palestine, c'est-à-dire combien il y a de femmes, ou d'hommes d'ailleurs, qui s'investissent réellement sur la question du genre, puisque vous avez dit, Emmanuel, que les femmes success story, souvent il y a deux versions, mais il y a la version qui ne veut pas être discriminée parce qu'elles seraient femmes, ou elles ne veulent pas montrer que parce qu'elles sont femmes, elles ne veulent pas montrer leur genre, quoi. Et donc, moi, je voulais savoir en proportion, ou même qu'elle nous donne une idée de quelques femmes, de success, de modèles de femmes comme elles, où elles sont femmes, elles sont entrepreneurs, elles sont dans l'entreprise, dans une entreprise normale, mixte, et elles sont vraiment gendérisées à fond et elles veulent aider les autres comme Nadia. Combien il y en a? 10, 15, 20, 100? Parce que le nombre de femmes entrepreneurs, de toute façon, il est beaucoup moindre que celui des hommes, qui lui-même est assez moindre. Et donc, ma question, c'est, en proportion, c'est la moitié des femmes qui seraient investies avec nous sur par exemple, une action de femmes entrepreneurs, mais réellement investies comme Sana L. ou comme Nadia Tulé. J'aimerais avoir ce baromètre. So Nadia, you catch the... Nadia. Yeah. Okay. Nadia, est-ce que la question est claire? Oui, merci beaucoup pour votre question et votre discours de tout à l'heure. Alors, on est très peu nombreuses en général. Et si vous voulez avoir une idée, il y avait le ministre de la Palestine en télécommunications et il s'occupe d'innovation. Elle a collaboré avec Anima également. Il y a donc très peu de femmes en général par rapport aux hommes, donc très peu nombreuses avec différents rôles. Par exemple,
il y a tout simplement un PDG dans le secteur des investissements. Donc, une seule femme dans certains secteurs, incubateurs. Au niveau d'incubateur, il y a seulement un PDG dans ce secteur. Et dans le secteur des incubateurs sociaux, tout simplement une femme PDG. Et c'est tout. Et donc, je dirais même moins que 10. Yeah. Donc, le nombre de femmes qui s'occupent de ces thèmes, ouais, on parle vraiment d'un petit nombre, d'un tout petit nombre. Et après, il y a seulement une organisation en Palestine, un business forum pour des femmes, un seul. Et j'aimerais clarifier que notre initiative ne concerne pas l'isolement de femmes entrepreneurs. Nous nous occupons vraiment du renforcement des capacités des femmes pour faire en sorte que les femmes puissent être concurrentielles. Donc, on ne veut pas isoler les femmes. Tout le monde est bienvenu. Donc, tous ceux qui veulent participer à ce projet sont les bienvenus. Mais on veut tout simplement donner un avantage aux femmes pour faire en sorte qu'elles puissent avoir accès aux services dans la première phase, dans la phase de start-up. Et après, peut-être on pourrait s'ouvrir à d'autres groupes marginalisés, par exemple les jeunes de Gaza, des jeunes marginalisés, des jeunes réfugiés. Donc, on est très ouvert à s'occuper d'autres secteurs marginalisés. Alors, encore une autre question. Est-ce qu'il y a des opportunités de business spécifiques qui sont intéressantes pour les femmes en Palestine? C'est une autre question de Soukaina. Oui. Agritech, oui. Il y a beaucoup de domaines qui ne sont pas encore exploités avec beaucoup d'opportunités de business pour les femmes, en général dans tous les domaines, parce que les femmes ont la formation pour s'occuper de ce secteur. Il faut tout simplement leur donner des outils. Voilà pourquoi on est là. Donc, si elles veulent monter une entreprise, elles doivent avoir la possibilité de le faire. Et même si elles ne veulent pas monter une entreprise, elles peuvent travailler comme freelance, comme indépendantes. Il faut tout simplement leur donner les possibilités de pouvoir exploiter leur potentiel, travailler avec des Google, des multinationales, et donc tout simplement bénéficier des opportunités qui sont disponibles. Alors, encore une fois, merci beaucoup pour votre présentation, Nadia Sabanet. Merci beaucoup pour votre initiative. On va rester en contact. On est ouvert à des collaborations avec vous, avec la Palestine. On serait très ravis de pouvoir collaborer encore une fois avec vous. Merci beaucoup encore une fois pour avoir été avec nous, pour avoir partagé votre expérience. Au revoir, Nadia. Sana Halfways est avec nous. Comment allez-vous? Très bien. Et vous? Oui, très bien, merci. On est très content de vous avoir ici avec nous. Vous avez également enregistré une vidéo pour nous. J'étais en train de voyager, j'étais en train d'aller en Espagne et j'ai donc enregistré cette petite vidéo. Donc, on va regarder la vidéo et après, il y aura la possibilité de poser des questions. Bonjour à tous, je m'appelle Sana Halfways, je suis fondatrice et directrice de Womenpreneur. Nous nous occupons de donner des possibilités aux femmes dans le cadre de 23 pays. À partir de 2016, nous avons donné des opportunités et aidé 15 000 femmes dans la région du Moyen-Orient. Et notre objectif est d'être la voix des femmes, faire en sorte que les femmes peuvent toujours jouer un rôle important. À partir de 2016, on a travaillé aux côtés des femmes pour mettre en place des actions
et faire en sorte que toutes les femmes puissent avoir un rôle important dans l'économie de notre région. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous notre témoignage et également notre expérience des défis que les femmes doivent faire, auxquels les femmes doivent faire face dans le secteur financier. Le développement des économies est étroitement lié à l'égalité entre hommes et femmes. Dans la région MENA, il y a l'écart entre les sexes le plus élevé quand il s'agit de monter une entreprise et en particulier les startups. On parle de 40%. Et pour cette raison, la région est en train de perdre 575 milliards d'euros par an. Pourquoi? Quelle est la raison de ce manque de soutien aux femmes? Quels sont les défis des femmes? Alors, il y a différentes causes et je n'ai pas vraiment le temps d'aller un peu trop dans le détail. Mais j'aimerais partager avec vous les causes les plus importantes. Alors, la première raison, le manque de disponibilité de gages, de garanties financières. C'est une des causes les plus importantes qui empêche aux femmes d'avoir accès au financement parce qu'à cause des lois concernant l'héritage, donc il y a peu de disponibilité. Et donc, quand on pense au développement dans la région MENA, il y a des conditions qui sont beaucoup plus favorables aux hommes par rapport aux femmes. Et donc, les femmes ont moins d'opportunités d'avoir accès aux fonds des banques, des institutions financières. Et donc, les femmes doivent se pencher aux 3 F, Family, Friends and Fools, donc la famille, les amis et les fous. Donc, ça veut dire que les femmes entrepreneurs doivent dépendre de sources de financement qui sont très informelles, qui sont très limitées, ce qui les amène à créer des entreprises tout simplement pour survivre. Deuxième raison, des biais, des préjugés concernant les femmes. Dans notre organisation, il y a différents réseaux d'entrepreneurs qui montrent des témoignages de femmes et hommes entrepreneurs et qui font leur discours de pitch devant un jury. Et le jury, normalement, choisit les candidats hommes, 80% des cas. Et après, si on montre tout simplement le business plan sans dire si le candidat est homme et femme, normalement, surprise, à peu près 70% des investisseurs choisissent des business plans présentés et rédigés par des femmes. Cela montre vraiment l'importance des préjugés concernant les sexes, ce qui a un impact très important concernant les activités, les opportunités aux hommes. Aux femmes, pardon. La troisième raison, le troisième défi est le manque d'alphabétisation financière. Pendant la COVID, on a vu des femmes qui ont demandé qui ont postulé pour avoir accès à des fonds, des prêts. Normalement, elles ont utilisé ces fonds pour la famille, les besoins de leur famille, non pas pour le business, pour monter leur entreprise. C'est parce qu'elles ont encore un niveau d'alphabétisation financière qui n'est pas suffisante. Donc, il faut éduquer, il faut former les femmes entrepreneurs dans la gestion donc de leurs fonds, de leurs finances. Elles doivent apprendre qu'il doit y avoir une différence, une séparation entre famille et business. La dernière raison, et je vais m'arrêter là parce que je vais respecter le temps imparti. Donc, la dernière raison, le dernier défi, est le manque de services alternatifs et de produits alternatifs. Et donc, les banques doivent se renouveler, les banques doivent
faire en sorte qu'il y a assez de produits qui sont inclusifs, qui peuvent être utilisés au bénéfice de tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont perdu leur travail et qui veulent monter leur entreprise. Et je crois que les banques doivent repenser à leur rôle, repenser leurs produits, parce que les femmes, selon différentes études, les femmes sont des clients des banques vraiment très fidèles, c'est-à-dire les femmes repayent leurs prêts et donc les banques doivent faire en sorte d'offrir des produits, des services qui peuvent être utilisés par des femmes parce que les femmes représentent plus que 50% de la région. Le secteur privé, le secteur public-privé, tous les secteurs doivent jouer leur rôle pour faire en sorte que les femmes puissent avoir accès aux opportunités. Merci beaucoup. Thank you so much. Merci beaucoup, Sana. Pendant votre présentation, vous parlez d'accès exclusif aux finances. C'est le blocage principal que vous trouvez. L'un des principaux, oui, tout à fait. Donc, éducation financière, formation financière, existence de produits adaptés, la discrimination avec les bailleurs, vous en avez parlé. Avez-vous d'autres, si ce n'était pas assez, vous avez d'autres contraintes dans la situation pour créer ce gap de 40% dans la région de MENA? J'avais beaucoup plus à dire, évidemment, après l'intervention de Madame Sekaima, que j'admire beaucoup et j'aimerais la remercier énormément pour être toujours la voix des femmes dans toute la région. Si nous regardons la région, l'empowerment des femmes a toujours été un problème. Ce n'est pas un nouveau sujet. Et les chiffres sont vraiment importantes. Nous avons le chômage le plus haut des femmes dans le monde. Nous avons le nombre plus faible de femmes entrepreneurs et de femmes qui travaillent. Mais nous avons 75% des femmes qui ont un diplôme et donc elles représentent l'industrie du futur. Pourquoi ne pas les faire participer dans le développement de la région? Il y a encore des parties de la région où il y a des conflits, des guerres civiles et ainsi de suite. Et donc, on regarde à l'empowerment, à donner du pouvoir aux femmes dans la région en manière spéciale. Et je vous remercie énormément de me donner cette opportunité pour cette discussion honnête et franche. Nous devons, je pense que nous devons reconnaître l'humanité quand un pays donne l'opportunité aux femmes de participer, on ne devrait pas dire nous avons de la chance, nous devrions remercier les gérants et la gouvernance de ce pays de se donner cette opportunité. Ça devrait être normal. Donc, je pense que la communauté internationale, on a Ipsomed et Anima aujourd'hui avec nous, ces institutions devraient nous aider à mettre la pression sur les décisionnaires et les autorités locales pour aider les femmes. Vous avez également votre rôle à jouer et pour vous assurer que hommes et femmes aient exactement les mêmes opportunités dans la région et accès, et je pense que c'est la chose la plus importante, à une dignité qui doit être de tous les êtres humains, que ce soit des femmes ou des hommes. Je parlais d'accès à la finance parce que on m'a demandé de parler de ça. Quand nous avons eu la pandémie, nous nous sommes dit ce que nous faisons normalement, nous allons sur le terrain, nous créons des projets très très proches de notre réalité, de notre communauté. Ensuite, nous avons eu la pandémie et donc nous avons décidé de lancer une plateforme
qui aujourd'hui a plus de 6000 femmes à travers toute la région inscrite et nous donne des opportunités de formation et accès à une communauté, une place sûre et sécure où les femmes peuvent s'échanger des recommandations, des conseils, des expériences. Et nous avons beaucoup de programmes de formation et d'éducation. À travers ces outils, nous assurons que les femmes mettent à jour leurs connaissances à travers la période de pandémie. Nous sommes dans une région, comme je l'ai dit, où les femmes perdent de plus en plus pied, perdent de plus en plus de travail. La plupart des chômeurs sont des femmes. Donc, nous essayons de créer un espace où les femmes peuvent se mettre à jour sur les connaissances pour pouvoir avoir un meilleur accès au monde du travail. Et ensuite, nous mettons ensemble les histoires et les parcours de toutes ces femmes pour mieux comprendre comment nous pouvons les aider, comment nous pouvons défendre leurs droits. Donc, nous travaillons sur un projet de loi sur l'impact de la COVID sur des business gérés par des femmes. Ce document est quasiment terminé, donc je serais ravi de pouvoir le partager avec vous pour toujours aider le développement, l'accès des femmes au monde du travail et à la finance, spécialement après la pandémie. Les institutions financières n'ont pas de services adaptés à ces femmes qui sont des survivantes, qui ont des petits business, qui sont des entrepreneuses et donc ils n'ont pas de produits adaptés. Voilà ce qui crée le gap. Voilà pourquoi beaucoup de femmes sont obligées de mettre la clé sous la porte et de fermer leur activité. Donc, ce qu'il a été fait, les fonds ont été utilisés pour des raisons privées et les femmes entrepreneurs dans la région ne reçoivent pas ils ont mis, pardon, le revenu du business et vous avez également les fonds parce que vous avez une entreprise, vous avez les fonds de l'entreprise, mais les fonds de l'entreprise représentent également votre fonds propre. Donc, c'est très important. Je pense que les femmes entrepreneurs, en plus à ne pas avoir accès à des services et produits financiers alternatifs, je pense qu'il y a une contrainte, il y a vraiment une problématique sur l'éducation des femmes, sur comment gérer leurs finances, comment gérer leurs fonds et comment prendre des décisions financières. Ensuite, il y a des complications liées à la législation dans le pays. Comme en tant que femme, si vous êtes dans un pays de la région et vous demandez un simple crédit, vous devez encore montrer une permission de votre mari, de votre cousin, même de votre fils. Je veux dire, on est en 2021, doit-on encore demander le permis à son mari pour avoir un crédit pour sa propre activité? Nous avons des lois discriminatoires ici qui sont à présent acceptées par tout le monde. Nous savons qu'une femme ici ne sera jamais en mesure de vous donner des garanties pour avoir un prêt, pour faire un emprunt, parce que nous savons qu'il y a des lois discriminatoires ici qui ne le permettent pas. Elles ne permettent pas aux femmes d'avoir ce pouvoir sur la propriété, sur les biens. Et ensuite, nous parlons d'écosystème, nous parlons accès au capital, nous parlons des grands événements dans la région et évidemment, il y a toujours ce segment sur l'entrepreneuriat féminin. Et dans chaque événement de la région, au écosystème, il y a ce volet entrepreneuriat des femmes. Nous voulons plus parler d'entrepreneuriat. Ce que nous voulons, c'est que vous mettiez de l'argent et que vous supportiez, que vous aidiez les femmes entrepreneurs. Je pense que cela est ce dont les femmes ont le plus besoin. Nous avons fait des ateliers pour voir comment les gens sont importants pour obtenir un crédit, pour avoir une crédibilité financière et ainsi de suite. Et généralement, les investisseurs préfèrent investir sur un homme, même si le pitch business, c'est
pardonnez-moi le langage, une connerie, mais voilà, c'est comme ça. Il y a une réaction sur cela de Al-Jayat. Est-ce que cela dépend du secteur de business ou les contraintes sont vraiment à travers tous les secteurs? C'est juste une question de genre ou c'est aussi une question de secteur? Non, c'est une question de genre de partout. Nous avons une tendance à penser que nous avons plus de femmes qui travaillent dans les volets sociaux, dans les secteurs sociaux, dans la région. Et c'est difficile, évidemment, mais les biais sont généraux. Vous avez énormément de femmes qui travaillent dans la tech, par exemple. C'est un écosystème principalement masculin, mais il y a beaucoup de femmes. Cela dit, les hommes reçoivent beaucoup plus facilement et reçoivent beaucoup plus de capitaux que les femmes. Je ne pense pas qu'il y ait un secteur particulier parce que en tant qu'être humain, nous sommes un produit de nos communautés, de notre société, et cela a une influence sur nos décisions. Et je pense que jusqu'à ce que nous ne prenions pas acte de ces différences et de ces biais, on ne pourra pas faire bouger les choses. Il y a des différences dans la manière dans laquelle nous voyons les choses et nous décidons des choses. J'entends tout le temps dire que ça dépend du pitch, de l'idée, du business et que le pitch des hommes est meilleur de celui des femmes. Franchement, je pense qu'on a entendu on a suffisamment entendu sans. Je pense que surtout après le Covid, nous sommes en train de perdre de plus en plus de places, de postes de travail. Donc, si nous voulons vraiment développer la région et progresser dans la région, si nous voulons que la région se développe, je pense que c'est le moment vraiment de remettre en question et de se repencher sur les investissements aux entrepreneuriats féminins. Merci beaucoup, cela est vraiment très important dans la suite de ce que vos collègues ont dit. Vous vous êtes vraiment ouverte à nous et c'est un plaisir d'écouter votre point de vue et nous resterons en contact et collaborerons. Je pense pour clore le débat que Tarak Sharif voulait intervenir. Non, juste comme j'ai une autre vie de responsabilité au niveau sportif continental et mondial, je vois un peu ce qui se fait. Bien sûr, c'est une question de mentalité pour donner à la femme la position qu'elle mérite, les possibilités d'être au niveau des responsabilités, mais à un certain moment, dans certaines institutions, si on ne met pas des conditions, les choses ne changent pas ou mettront beaucoup de temps pour changer. Et je vois, par exemple, dans le monde sportif, le Comité olympique international a fait des exigences au niveau continental au pays. Et vous devez avoir 50% des... non, non, évidemment au niveau des sportifs, mais au niveau des structures de responsabilité. Dans, vous avez l'obligation d'ici, je crois, 2 ans, d'avoir 50% des membres femmes. Et moi, je trouve que avoir cette façon de faire est quelque chose de tout à fait intéressant et c'est comme ça qu'on peut rééquilibrer et espérer rééquilibrer définitivement. Parce que quand vous avez les structures d'organisation, de responsabilité, et vous dites, en tant que comité olympique international, je vous donne 2 ans au niveau de la structure des différentes fédérations internationales, continentales, vous devez être moitié-moitié. Fini. Parce que sinon, désolé de le dire, parce que je suis acteur depuis une vingtaine d'années plus au niveau continental et mondial, c'est généralement les hommes qui ont les positions d'une manière majoritaire dans ces structures. Et c'est le CIO qui a mis le haut là en disant, je vous donne 2-3 ans, d'ici 2-3 ans, ceux qui ne se conforment pas sont sanctionnés ou marginalisés. Et je pense si on peut avoir
la possibilité d'implémenter, de demander, de faire en sorte que ce soit ainsi, moi je pense qu'on peut changer la donne substantiellement. Par exemple, au niveau des conseils d'administration également, des entreprises. Qu'est-ce qui empêche d'avoir ben oui, un quota de 50%? Je peux vous assurer que ça peut changer substantiellement la qualité de la gestion des entreprises. Parce que les femmes, d'une manière générale, je ne fais pas de... Mais d'une manière générale, managent très bien les entreprises. Donc, l'idée, à mon avis, il faut aller avec une pression sur les structures qui peuvent prendre des décisions, soit au niveau national ou international, à avoir un 50%, 50%, et c'est comme ça qu'on peut substantiellement changer rapidement la situation des jeunes. Merci beaucoup. Alors, il y avait Omar Benia qui voulait intervenir et Madame Bouraoui, Madame Soukana Bouraoui après. Omar. Oui, merci. D'abord, je remercie tous ceux qui ont intervenu. C'était très intéressant, mais je voudrais juste souligner l'aspect socioculturel, comme je l'ai noté dans le chat, dans les pays de la rive sud. Je prends l'exemple, je vous appelle d'Algérie, je suis professeur d'université et j'ai travaillé sur ces dossiers-là, donc j'ai fait même des communications dans des congrès à l'étranger. L'État, si vous permettez l'expression, a mis tout en œuvre pour permettre aux femmes algériennes d'accéder à tous les postes. Et le dernier exemple, c'était les élections à l'Assemblée populaire nationale où il a été exigé un minimum de une parité de 30% de femmes et universitaires. Malheureusement, c'est pour ça que je parle de l'aspect socio-culturel, religieux parfois aussi, ou même souvent, puisque malheureusement, je dis bien malheureusement, on est arrivé à 8,35% de femmes élues à la nouvelle Assemblée. Donc, vous voyez, donc, je prends pour résorber le chômage, le pays a mis en place des systèmes d'accès au crédit qui sont aussi bien à parité égale, aussi bien que ce soit une femme ou un homme. Et je peux vous donner un chiffre, j'ai des chiffres, je peux vous communiquer ces chiffres-là à titre personnel pour ceux qui sont intéressés. Il y a eu plus d'1 million d'emplois créés chez les femmes, par les femmes. C'est des crédits jusqu'à 2017 à peu près. Hein. Je n'ai pas les derniers chiffres parce que voilà. Donc, ce qui fait que tout à l'heure, je ne me rappelle pas celle qui venait de parler là, elle disait qu'il faut demander l'autorisation au père, aux frères et tout ça. Pour accéder au crédit chez nous, ce n'est pas le cas. Mais pour se marier, oui. Et mieux, je vais encore aller plus loin, une magistrate qui marie les gens, mais elle, pour se marier, il lui faut un tuteur, ce qui est paradoxal. Donc, c'est extraordinaire, mais c'est ça. Donc, l'aspect socio-culturel est très important. Et je pense qu'on pour rejoindre quelque peu le président, je pense qu'il y a un travail non pas de loi ou de législation, mais c'est un travail de culture. Il faut que les gens, qu'il faut instaurer, il faut que la femme se libère dans le sens où elle devient un peu, si vous voulez, un homme, qu'elle porte le pantalon, pour que le mâle, je ne dis pas l'homme, je dis le mâle, parce qu'il s'agit maintenant, excusez-moi mesdames, mais il s'agit d'une différenciation entre mâle et femelle, parce que la femme n'est pas considérée comme une femme ou la moitié de l'homme, mais c'est considéré comme un être quelque part inférieur. Et c'est pour cela que on considère qu'elle ne peut pas accéder à tous les postes de travail parce qu'ils sont pénibles, parce que chez nous, par exemple, pour peu qu'il y ait un poste à l'intérieur du pays, la fille ne peut pas aller se déplacer de Annaba, par exemple, ou d'Alger. Elle ne peut pas aller à 50 km parce que ses parents ne voudraient pas qu'elle rentre toute seule, qu'elle habite toute seule. Elle ne peut pas avoir un petit logement toute seule. Elle est obligée de travailler là où ses parents habitent, où son mari habite, où son grand frère habite. Et c'est pour cela que tous ces freins-là, qui ne sont pas logiques dans d'autres sociétés,
qui font que la femme n'accède pas aussi facilement. Mais si vous voyez les textes, tout est fait pour que la femme accède à l'université. Tout à l'heure, Nadia le disait, comme en Palestine, moi, chez mes étudiants, j'ai plus que de 50% de filles, d'étudiants qui sont des filles. Et les meilleurs, les majors, chaque année, ce sont les filles. Mais après, quand elles sortent, avec le meilleur diplôme qu'elles viennent d'avoir, elles n'accèdent pas au travail parce qu'elles ne trouvent pas de poste dans la ville où elles habitent. Voilà, si vous voulez. Merci beaucoup, M. Beignan, pour ces éclairages de l'Algérie. Alors, dernière intervention pour Mme Soukaina qui voulait la parole. C'était sur les quotas. Et puis, quand j'écoute Monsieur Beignan, je me dis, on a du retard sur le volet économique, entrepreneuriat, mais finalement, on a encore plus de retard sur le volet citoyenneté, non? Est-ce que le volet économique va plus vite que le volet citoyenneté? Ça dépend des secteurs. Ça dépend. Mais et ça dépend des régions. Parce que l'Algérie, vous savez que c'est le plus vaste pays d'Afrique. Vous avez des mentalités qui sont totalement différentes d'une région à l'autre. Si vous allez par exemple en Kabylie ou bien vous allez dans le sud, chez les Mouzabites, la femme ne travaille pas. C'est interdit. Elle n'est pas visible. Moi, Algérien, je ne connais pas de femme mouzabite. Je n'ai jamais vu une femme mouzabite. Elles ne sortent pas. Vous voyez? Mais si vous allez à Alger, vous trouvez des femmes entrepreneurs. Moi, je connais ici une femme qui est présidente d'une association qui exporte, qui fait l'anguille et l'escargot. C'est une femme très, très dynamique et puis elle est vraiment self-made woman. Merci, oui, M. Beignan. On a du retard, je suis désolé, je suis obligé de vous couper. Je donne un petit mot de la fin pour Mme Bouraoui et puis on va devoir conclure ce webinaire. Oui, merci. Je ne peux pas réagir. D'abord, pour féliciter Sana parce que finalement, c'est tellement mieux quand elle parle plutôt que le PowerPoint. Là, elle a vraiment fait le cri du cœur et je crois que c'est très important. Alors moi, je voudrais intervenir sur 3 points. Le premier, c'est que tant qu'on a des lois discriminatoires, on ne peut pas continuer. Et ça, il faut absolument le comprendre. Si sur l'héritage, sur l'autorité parentale, dans le mariage, vous savez, on peut dire que c'est des sujets tabous, mais on s'en fout. Il faut dire que c'est là où le bas blesse. Je veux dire, il faut dire, c'est ça la maladie. Maintenant, vous pouvez laisser les gens mourir, ce n'est pas un problème. Mais c'est une maladie de ne pas être dans l'égalité absolue 1 égale 1 dans la loi. C'est une maladie. Alors, vous allez dire c'est une petite angine. Moi, je dis c'est un cancer très grave. Maintenant, vous pouvez accepter d'avoir un cancer. Ce n'est pas un problème. Mais en tous les cas, tant qu'une femme n'a pas le même statut qu'un homme juridique, il y aura des freins. Deuxièmement, bien sûr que parce qu'il y a des freins, si on met des quotas, c'est une solution, au moins au départ. C'est exactement ce qu'il faut faire, M. Talk, même à 30%, même à 20%. Les parlements dans le monde, s'il n'y avait pas eu les quotas, eh ben, on aurait attendu 2 siècles pour que les femmes arrivent, à cause des questions culturelles, entre autres. Donc, il faut faire des coups de pouce, parce que sinon, il faut attendre 3 siècles. Et puis, troisième question, nous, on ne demande pas à ce que les femmes portent le pantalon. Ben, sinon, je vais dire que les hommes devraient porter la jupe, etc., etc. Moi, ce que je demande, c'est des mécanismes. C'est-à-dire, ce que je demande, c'est faire ce que fait Anima aujourd'hui, mais le faire tout le temps. C'est-à-dire, pas tout le temps que les femmes parlent parce elles vont parler des femmes, mais qu'elles parlent et qu'elles aient conscience que quand elles parlent pour les autres femmes aussi, pour changer la mentalité des hommes, ici et maintenant. Nous sommes là, il y a dans ce webinaire des hommes et des femmes, moi j'aimerais que les hommes qui sont avec nous demain tiennent compte de ce qu'on dit. Comme a dit M. Talk, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit demain je vais essayer de changer quelque chose. Ben, si chacun de vous essaie de changer quelque chose, moi j'ai dit Anima pourrait monitorer, pourrait impulser. Mais vous, en tant qu'homme entrepreneur ou s'occupant de ça, pas les femmes entre les femmes pour les femmes. Nous sommes absolument nécessaires, comme womenpreneurs et les autres. Mais nous avons besoin que les hommes considèrent que cette question est la leur. Voilà. Et je crois que c'est ça le mot de la fin. Merci. On ne vous entend pas, le micro. Non, j'ai dit que c'était le mot de la fin, que les hommes considèrent la question comme la leur. Oui, c'est moi qui avais coupé mon micro. Oui. Merci beaucoup, Madame Soukaina. Merci, Nadia, Sana.
pour vos interventions. On a pris du retard et les traducteurs doivent nous abandonner, donc on ne va pas pouvoir durer longtemps dans ce débat qui pourtant est très intéressant. Oui, effectivement, vos discours nous ont fait du bien, vos discours nous ont secoués, même si on pensait être vertueux, même si on pensait faire correctement les choses. C'est important de nous des petits coups d'épaule et vous pouvez compter sur nous pour effectivement que ça modifie nos pratiques, en tout cas qu'on prenne en compte les choses de façon différente. C'était un séminaire qui nous a ouvert les yeux, je pense, sur certains aspects. Et je laisse le mot de conclusion à notre président avant qu'on ferme la session. Et merci à tous et à toutes pour les interventions. Très heureux d'avoir partagé avec vous. J'ai appris beaucoup de choses, bien sûr. C'est un long processus, comme l'a dit Soukaina et vous toutes, vous l'avez dit. Et je pense qu'il ne faut pas baisser la garde, il faut continuer, il faut qu'on soit audacieux les uns et les autres. Évidemment, il y a beaucoup de travail à faire, mais je pense qu'on ne peut pas changer cette situation en un jour ou un mois ou une année. C'est un travail de longue durée, de persévérance. Passer par les quotas, pourquoi pas, et ces quotas, on peut les augmenter chaque année jusqu'à espérer changer la situation de tout un chacun, des femmes un peu partout. Mais bon, c'est quelque chose qui ne peut pas nous laisser indifférents, à nous toutes et tous, de partager cette volonté, cette audace pour faire bouger les lignes et faire avancer la position de la femme pour qu'elle ait la position qu'elle mérite, très honnêtement. Merci, merci beaucoup. Merci à tous. Je vous rappelle que vous pourrez revoir ce webinaire et les précédents sur le site internet d'Anima dans la section du menu qui s'appelle Bonne pratique ou sur la chaîne YouTube d'Anima. Ça sera mis en ligne un peu avant. Encore une fois, merci à tous et à très bientôt au mois prochain pour le prochain webinaire. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.